Faut que vous sortiez de votre trou, de votre maison vide et de votre petit atelier. Faut reprendre la route. Je suis sérieux. Vous avez encore des années devant vous. Il faut que vous changiez radicalement de mode de vie. Vous savez bien que l'âme humaine puise sa substance dans des expériences inédites. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pause Casque. Aujourd'hui, on se retrouve avec une caméra, nouvel invité, nouvel épisode, nouveau décor, nouvelle introduction, bref, tout est nouveau, on passe au next step les gars. Bon, aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis chez l'une des personnes les plus talentueuses que je connaisse, j'ai nommé Baptiste, qui est vidéaste et qui nous racontera ensuite tout ce qu'il a pu faire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne, qui vous concerne tous. Pourquoi on est là aujourd'hui? Je vais recontextualiser un petit peu. Depuis tout petit et pendant très longtemps, j'ai suivi les aventures d'Antoine de Maximi. Mais si, vous savez, le mec avec son gros sac là et ses grosses couilles. On coupera au montage. La personne qui a animé pendant longtemps J'irai dormir chez vous. J'ai toujours été fasciné par le voyage, fasciné non pas par n'importe quel type de voyage, non, par celui où vous partez quasi sans rien, avec le minimum vital, avec un peu d'argent, des baskets et votre langue. Puis j'ai découvert la van life, quelques vidéastes amateurs qui se filmaient à l'autre bout du monde, dans l'inconnu, dans le désert glacial, dans l'Afrique subsaharienne, dans la joie intense, dans la solitude extrême, avec des personnes de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, gentils, pauvres, riches, ou même parfois violents. Bref, ces mecs-là sont pour moi tout simplement incroyables. Non pas parce qu'ils sont partis à l'inconnu, mais parce qu'ils sont revenus quelques mois ou quelques semaines avec des années de vie en plus. Ils auront su grandir de ce qu'ils ont vu, ressenti et compris. Ils auront compris l'autre et plus généralement l'ailleurs. Baptiste est l'un de ces mecs et il est vidéaste. Voici donc la question du jour. Comment le voyage nous permet de changer notre façon de voir le monde? Et comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, accueillons notre invité. Yes. Je suis venu avec un petit accessoire, Ali. C'est quoi? C'est un casque pour poser le casque. Mais tu sais que cette blague-là, on me l'a fait tout le temps depuis que j'ai sorti le podcast. C'est trop drôle. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous conseille d'aller voir. C'est le premier épisode qu'on tourne. Et en plus, on a une belle qualité aujourd'hui. On a vraiment de la chance. Encore merci, Baptiste, de me proposer tout ça. Baptiste, je te propose de te présenter en quelques lignes pour que les gens puissent comprendre un peu le personnage qu'on a devant nous. Merci déjà, Ali, de me recevoir chez moi, mais de me recevoir sur ton podcast. Avec ça me plaisir, fait trop plaisir déjà. Moi, il n'y a pas de secret, c'est Baptiste. Je suis vidéaste et aussi, on dit réalisateur indépendant et photographe à mon compte depuis 2018. Okay. J'ai fait une école de commerce. Ouais. Alors, rien à voir du coup avec ce que je fais aujourd'hui, mais cette école, elle m'a permis de comprendre ce que je voulais faire vraiment, c'est-à-dire pas travailler dans un bureau, travailler dans le commerce, mais plus être à mon compte. Et ça m'a permis, cette structure m'a apporté les ressources pour monter mon activité en indépendant, okay. Mais dans le domaine artistique. Donc ça m'a vraiment apporté ce côté, je dirais, business, que j'aurais pas eu si j'avais fait par exemple une école de cinéma, enfin de manière différente, quoi. Qui m'a amené au métier de vidéaste aujourd'hui. Et j'ai une grande passion pour les voyages. Cette passion, je la porte dans mon cœur depuis, je pense, mes 15 ans. Ah ouais, quand même. Où j'ai fait mon premier voyage en solo, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. On a tout le temps du monde devant nous. Plus tard. Et en fait, j'ai tout simplement décidé d'allier mes deux passions qui sont la vidéo et le voyage. Et je l'ai fait par l'intermédiaire d'une chaîne YouTube, de la création de contenu sur Instagram, sur les réseaux. Le nom Baptiste Riard, tout simplement. Mon prénom et mon nom de famille. Pour la petite anecdote, c'est comme le Ricard mais sans le C. C'est le petit mot technique. C'est vrai que ça marche pour bien. Pour retenir Riard. Ils vont bien retenir aux arts et métiers, ils sont fans de ça. Je pense. Surtout les sudistes. Et puis voilà, donc j'ai créé ça m'a permis de créer des séries documentaires, des vlogs. Et récemment, du coup, mon premier long métrage, un documentaire qui est actuellement en montage. Donc pas encore. Et qui sortira c'est un peu difficile à dire. Ok, ouais. Une fourchette. On aimerait bien septembre. Okay. Septembre, avec une diffusion dans un cinéma à Paris. Super. Sur invitation.
On va essayer d'inviter le plus de personnes possible, les gens les plus fidèles qui nous suivent, les amis et la famille évidemment. Et puis on verra ce que ça donne. L'objectif c'est de réussir à le distribuer, pas qu'il soit perdu sur YouTube, au fin fond de l'algorithme YouTube avec 200 vues. Un peu compliqué. Voilà, puisqu'on... C'est un super projet, mais tu nous en parleras juste après. Ouais, tout à fait. Vous savez bien que l'âme humaine puise sa substance dans des expériences inédites. Donc ça, c'est un extrait du film Into the Wild, qui est, je pense et je crois à l'avoir compris, un de tes films favoris. Ouais. Celui qui t'a, je pense, donné toute cette inspiration-là et cette détermination-là, qui est représentatif de ton travail et de tout ce que tu entreprends depuis ce temps-là. Dans quelle mesure ce film a été inspirant, justement, dans ta jeune carrière ? Ce film, il a surtout été inspirant pour moi sur l'aspect voyage, pardon. Ouais, ok. Puisqu'il a fait appel à une valeur qui est hyper importante pour moi, c'est le sentiment de liberté. Et c'est ce que j'ai vraiment ressenti dans ce film et qui m'a touché, avec déjà cette curiosité alliée à ce sentiment de liberté que le personnage principal incarne de manière exceptionnelle. Et j'ai toujours été à la recherche de ça. Tu pourrais faire un petit résumé du film, parce que c'est vrai que là, j'ai donné le titre, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Moi, de ce que j'en ai retenu, c'est une personne qui veut sortir des codes et des normes de la société, qui, justement, à travers l'achat d'un van, je crois, le fait de partir comme ça en solo, a retrouvé du sens dans sa vie. Et on voit en fait que... Et c'est ce qu'il dit, il va au bout de ses rêves, il a un rêve, son rêve c'est de pouvoir être libre et c'est de pouvoir faire ce qu'il veut et de vivre du voyage et du fait de se sentir vivant tous les jours. Qu'est-ce que toi t'as à dire de plus sur ce film-là ? Qu'est-ce que le visionnage de ce film t'a fait ressortir en toi en fait ? C'est vrai qu'en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui quitte, alors c'est un peu dans l'extrême, mais il quitte toute sa famille pour découvrir le monde. Okay. Et c'est ça que j'ai retenu, c'est en fait tout quitter pour découvrir le monde et ne pas accepter les codes sociétaux qui parfois nous enferment et je dirais pas qui nous empêchent, mais qui nous mettent des bâtons dans les roues pour faire des choses simples, mais par exemple comme partir à l'autre bout du monde sans argent. L'argent c'est tellement quelque chose de fort, on nous transmet tellement l'importance de cette ressource-là qu'on se met vite des barrières par rapport à ça, et lui il déconstruit en fait ces schémas sociétaux. Et on peut voir à travers ce film, après ça reste une fiction, il y a la réalité aussi, mais ça montre quand même qu'avec pas beaucoup de moyens on peut faire des choses exceptionnelles. Donc par exemple lui il brûle son argent, donc il y a un message fort au début du film, et il part en autostop faire le tour à la quête de son pays, donc qui est aux États-Unis, et il se retrouve, son objectif c'est de vivre en autarcie avec la nature, en pleine nature, de manière solitaire. Alors encore une fois c'est très extrême, et c'est inspiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que ça part d'une histoire vraie et d'un mec qui a vraiment fait ça. C'était aux États-Unis. Exactement. Ouais. Alors, on va pas vous raconter la fin, mais la fin n'est pas forcément la plus heureuse. Mais ouais, je pense que c'est ça qui m'a le plus touché. C'est à la fois, je me suis dit, depuis tout petit, j'ai la chance d'exister. Et j'ai qu'une envie, c'est de découvrir le monde sur lequel j'existe. Et j'ai envie d'être le plus libre possible. D'où le fait que j'ai voulu avoir mon permis le plus tôt possible. L'achat du van, j'ai vécu dans un van aménagé pendant plus d'1 an. C'est justement toujours à cette quête de liberté. Et puis je me suis lancé en indépendant. Donc je pense que c'est cet esprit de liberté que j'ai depuis tout petit qui est inné chez moi et liberté, dans une constante recherche. Qui rime avec risque. Oui, aussi. Par exemple, le statut d'indépendant, on a un salaire au mois de janvier, on ne sait pas si on va l'avoir au mois de février, et quand on l'a pas, on ne sait pas pendant combien de temps on va pas l'avoir. Après, voilà, il n'y a pas de choix parfait, quoi. C'est clair. Écoute, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, t'es rentré un peu dans les grandes lignes, mais un peu plus en détail de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir réalisateur vidéo indépendant et photographe, après justement être sorti avec un diplôme d'école de commerce qui est pas rien, un bac+5, comment on en arrive là ? Déjà, la passion du montage vidéo, je l'ai depuis que j'ai 10 ans. J'ai eu la chance, je ne sais pas, pour certains parents peut-être pas, mais la chance d'avoir un PC très jeune. Je pense à entre 8 et 10 ans, j'avais déjà un PC. Je faisais PowerPoint quand j'avais 7 ans, donc pour te dire que vraiment j'ai eu un PC très tôt dans les mains. Et mes premières vidéos, mes premiers montages vidéo, je devais avoir 11 ans, quoi. Alors au début, je faisais des petits vlogs où je me filmais avec mes potes en train de faire des pétards dans les champs.
Donc, vraiment des trucs tout bêtes, quoi. Et C'est le personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment le personnage. Et vraiment l'appareil photo à la main en disant hey, salut, aujourd'hui on va faire péter des pétards. Incroyable. Après beaucoup de montage vidéo sur des jeux vidéo, Ok. des équivalents de Dofus. Ah, tu jouais T'étais un gamer. Ah, j'étais un énorme gamer. Ok. Ah ouais, vraiment. Je passais des heures et des heures. J'ai pas joué aux jeux les plus fous. Ouais, Enfin, ouais. Ils vendent pas du rêve quand j'en parle. Mais vraiment, ça a bercé mon enfance et mon adolescence. Et après, au lycée, au collège, premier court-métrage avec un ami proche, Mathieu. Au lycée, ça a continué. On se servait des devoirs qu'on nous donnait souvent en anglais ou en espagnol Mm. comme prétexte pour créer des petits courts-métrages. Et on s'est éclaté. Par exemple, au lycée, on allait voir un manoir qui était dans notre village 4 étoiles. On leur a demandé si on pouvait faire un tournage. On est arrivé avec notre projet. C'était en mode interview JT Ouais. dans un manoir. Ouais. Un contexte du coup de fou. Et bref, on Des beaux s'est éclaté. souvenirs, quoi. Ouais, Une des belle bons enfance, souvenirs. inspirante, qui t'a vraiment bercé jusque... Ouais, c'est ça. Vraiment, le montage vidéo et la captation vidéo, c'est arrivé après, parce que quand je suis rentré en école de commerce, j'ai rencontré Guillaume, qui était un photographe qui se lançait, et vidéaste, et on a décidé de s'associer au début. Lui était cadreur, et moi, j'étais la tête pensante sur les plans et sur l'aspect scénarisation. Et arrivé en deuxième année, j'ai parlé à des potes de ce que je voulais faire, que je voulais me lancer en indépendant, créer une boîte avec des potes. Donc Ouais. on s'est lancé dans un projet Ouais. en commun. Finalement, j'ai fait chemin seul après, parce que les autres n'étaient pas aussi passionnés que moi, et donc du coup n'ont pas suivi, n'ont pas dédié autant d'importance par rapport à la mienne que j'accordais Mhm. à ce projet-là. Et du coup, c'est en salle informatique, en deuxième année, En où j'ai... technologie... Non, mais vraiment, cours de techno, où j'ai ouais. créé mon statut d'indépendant. D'accord. Alors moi, je me jette dans le grand bain, j'y connais rien du tout. D'ailleurs, j'avais même pas fait la demande de l'ACRE qui permet d'avoir des exonérations Purée, d'URSSAF cette année, pendant ouais. les 3 premières années. Donc vraiment, c'est un peu mon problème. Je pousse toujours dans On le te mur dit sans pas qu'elle regarder. existe, de toute façon. Ouais, Faut- on me l'avait dit, mais je me suis pas trop renseigné, quoi. Aussi, tu vois, bon, ouais. Et Mais c'est pas comme ça que automatique. venu. Ouais, C'est ouais. pas automatique. C'est dommage, ouais. Et après, vraiment, comment j'ai appris, donc constamment, ça a été en autodidacte, que ce soit Mhm. le montage vidéo et la captation vidéo. J'ai lancé mon activité d'indépendant. Le mois d'après, je rentrais en stage. Et la mission de mon stage, je rentrais dans un incubateur de start-up. Incroyable. Et on me disait, Lequel Paris Co. Ok. Et on m'a dit, ta mission de stagiaire, tu nous as dit que tu étais vidéaste professionnel. Tu vas D'accord. réaliser 15 vidéos pour 15 startups différentes sur tes 2 mois de stage. Super. Je n'avais jamais touché de caméra, enfin vraiment de manière professionnelle. Ok. Donc j'ai appris sur le tas. J'ai dû faire en mode poker face, non mais vous inquiétez pas, je gère. Le soir j'étais sur tuto YouTube en mode panique, comment je vais faire et tout. Et je suis arrivé, c'est comme ça que je me suis formé et sur le terrain et en autodidacte sur YouTube. Ça va plaire à mes amis apprentis, ça. Ah mais vraiment avec internet aujourd'hui on peut Ouais, tout ouais, apprendre, ouais. c'est un truc de malade. Ouais, puis comme tu dis, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on apprend sur le tas, quoi. On apprend Ouais. avec la pression. Le On apprend avec des deadlines assez courtes. De toute façon, l'humain, il est fait pour ça. Hein. Tu vas lui dire de faire un travail en 3 mois, il va le faire le dernier mois, ou voire même la dernière semaine. Souvent, Donc ouais, non, c'est vraiment super. T'as mentionné que du coup, que t'étais passionné de vidéo et de voyage. Comment... Bah déjà, première question, comment t'arrives à combiner le voyage et la vidéo? Et deuxième question, d'où c'est venu cette passion-là pour le voyage? Est-ce que c'est depuis, comme la vidéo, depuis tes 10 ans, ou est-ce que ça arrive un peu après? Alors c'est arrivé grâce à mes parents. Ok. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, j'arrivais pas à quitter. Par exemple, ma mère m'envoyait en colonie, elle m'envoyait une seule fois. Parce que j'étais vraiment trop dans le mal. Je voulais être à côté de ma maman. Et vraiment, j'étais trop mal. C'est la même chose. C'était la même chose pour moi. Et à 15 ans, 15 ou 16 ans, je sais plus, un des deux, enfin entre les deux, ma mère m'a dit écoute, on t'a pris un projet humanitaire en Turquie, tu pars 15 jours. Et là, moi, j'étais en panique. Pas le choix. Pas le choix. J'étais en panique totale. Alors, il m'avait laissé un peu le choix. Ouais, bien sûr. Mais mon esprit de constamment vouloir évoluer a pris le dessus en mode ok, let's go, on va au-delà de la peur, on y va, on fonce. J'étais le seul français là-bas, j'étais dans un groupe de 15, des gens qui venaient du monde entier, Incroyable. des Coréens, des Italiens, des Espagnols. Et c'est les 15 jours qui ont changé ma vie. C'est là où je me suis dit, je veux faire que voyager dans ma vie. C'était exceptionnel ce voyage. Un gros déclic. Je suis rentré au lycée, je rentrais en terminale. J'étais là, j'avais le sentiment d'avoir tout compris à la vie. J'étais là, mes potes, non mais les gars, faut qu'on parte à l'autre bout du monde ensemble et tout. J'avais eu la chance déjà auparavant plus jeune de voyager en Asie, grâce à mes parents. Ouais. Mais tout seul, c'était la première fois. Et du coup, l'année d'après, je suis reparti tout seul, cette fois-ci en Angleterre, pendant plus d'un mois, en résidence étudiante. Trop bien. Et puis après, ça a été le début. Ça a orienté d'ailleurs mon choix d'école de commerce, puisque les écoles de commerce, t'as souvent une expatriation.
et j'ai pris l'une des écoles qui avait l'expatriation la plus importante, c'est-à-dire que la 3e année était entièrement dédiée à l'expatriation, avec 2 fois 6 mois, 6 mois en stage et 6 mois à l'école partenaire. Ok. Et c'est ça qui m'a poussé après, et je me suis pas arrêté quoi, de voyager. Ça fait écho à ce que j'ai vécu l'année dernière, comme je te disais tout à l'heure un peu. L'année dernière, je suis parti une semaine avec une association inter-européenne, Estime, à qui je donne de la force d'ailleurs. Les gars, continuez de pousser cette asso, elle est incroyable. Tu vois, c'était une semaine. Et en fait, c'est une semaine qui n'ont pas changé ma vie, hein, mais un peu quand même, qui ont vraiment participé à toute cette évolution-là constante que j'ai essayé de faire cette année, que j'ai réalisé cette année. Et c'est ça, tu te retrouves avec des gens qui viennent d'un peu partout. Et c'est ce qu'on disait avec Mathilde aussi dans l'épisode sur les langues. Je pense que c'est 2 épisodes qui se rejoignent. Ben voilà, t'es avec des gens qui n'ont pas la même culture que toi, mais qui sont comme toi dans le sens où chacun veut apprendre de l'autre. Tu vois, si tu pars, c'est que t'as cette démarche-là de vouloir apprendre de l'autre et de vouloir essayer d'apprendre une langue et de toute manière, en fait, de grandir. Et ça, enfin, franchement, ce que tu dis, ça fait vraiment écho et c'est incroyable à quel point ça peut vous provoquer des déclics qui après sont valables tout au long de la vie. Et d'ailleurs, en réalité, t'es en train d'en faire un peu ton métier, quoi. Parce que là, du coup, au niveau de ton domaine, au niveau de la vidéo, tu veux quand même, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais recentrer ton activité autour du voyage ou pas, et qu'est-ce que tu envisages autour du voyage? Après le documentaire, qu'est-ce que tu envisages de faire? Aujourd'hui, il y a 2 aspects dans mon métier. Il y a l'aspect alimentaire, qui est la réalisation de publicité, des vidéos qui résument des événements avec des entreprises. Moi, je travaille uniquement avec les entreprises. Ça, c'est la partie alimentaire, parce qu'il y en a toujours besoin. C'est le côté institutionnel et publicitaire. Bien sûr. C'est la sécurité, on va dire. C'est la sécurité. Alors, c'est bizarre de dire le côté alimentaire dans un métier passion créatif, mais oui, c'est possible. Il y a des aspects aussi alimentaires dans les métiers créatifs, et dans celui-là, c'est la publicité. Et tout ce qui est communication digitale sur les réseaux sociaux, création de contenu, de visuel, etc. Ouais. Le deuxième aspect de mon métier, et c'est moi qui décide d'en faire mon métier, c'est pour ça que je dis ça, c'est l'aspect purement création individuelle, des choses qui sortent de ma tête. Ça va être des courts-métrages, par exemple lors des concours nationaux ou internationaux auxquels on participe avec un ami très proche, Charlie, où on a des ambitions d'intégrer progressivement le grand écran. En fait, l'ambition principale et ultime, c'est d'arriver sur le grand écran. Okay. Je te cache pas que dans 30 ans, j'espère qu'il y a un de mes films qui va passer au cinéma. Voilà. Et c'est dit. C'est dit, et vraiment, je vais me battre toute ma vie pour ça. J'ai vraiment beaucoup de conviction là-dessus et je me vois pas faire autre chose. Et en fait, plus le temps avance, plus ma passion pour les voyages et ma curiosité se renforcent. Et je me dis, j'aimerais bien aller lier deux. Et tu vois, plus tard, si je fais des documentaires un peu à la Yann Arthus Bertrand, ou des formats comme Antoine de Maximi ou Nuit et culotté, qui passent sur France Télévisions, c'est juste pour le contexte, c'est 2 mecs qui partent à poil. Et par exemple, de Paris, ils font Paris-Genève sans rien et ils partent à poil. Et du coup, ils vont vers les gens, ils demandent des vêtements et tout. Attends, c'est génial comme émission. C'est sorti quand, ça? Oh, mais ça, ah oui, ça date. Ça a 15-20 ans, ce truc-là. Ok. J'ai déjà sûrement vu, je pense, mais j'irai revoir. Parce que, vraiment, je te conseille, c'est super drôle et c'est super authentique. Et c'est ça l'objectif. Et aujourd'hui, l'aspect, si tu veux, artistique, que j'appelle l'aspect artistique, donc création de contenu sur Internet, création de produits audiovisuels autour du voyage et purement de création individuelle, ne prend pas encore le dessus sur l'aspect publicitaire parce qu'il ne me rapporte pas d'argent, donc il ne me permet pas de manger à la fin du mois. Donc l'objectif du documentaire après, si tu veux, c'est de plus en plus que cette partie-là, progressivement, me rapporte des sous pour faire un 70-30, tu vois, mais par exemple un 60-40, 60% publicité, 40% voyage, et progressivement baisser le plus possible l'aspect alimentaire, quoi. Ouais, parce qu'il y a 2 parties dans la vidéo, il y a la partie pub, et il y a la partie... loisir, je vends des images pour faire plaisir aux gens, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, vraiment dans l'image, après, c'est moi qui dis ça, c'est ma vision des choses. Et encore une fois, tout ce qu'on va dire dans ce podcast, c'est nos visions à nous par rapport à nos expériences. Mais pour moi, il y a l'aspect institutionnel et publicitaire. Donc les pubs que tu vois à la télé, les pubs que tu vois avant tes vidéos YouTube, si t'as pas YouTube Premium. J'ai pas YouTube Premium. Ouais, c'est super long, je pense. Il y a tellement de pubs maintenant. T'as aussi la partie création de contenu, donc tout ce que font nos influenceurs préférés, Greg Zway, Thomas Massa, notamment dans le voyage. Alors j'adore ce mec, on pourra en parler, mais par exemple, vas-y, mais... Et la dernière partie, qui est le cinéma. Donc c'est ces 3 aspects un peu qui existent dans l'audiovisuel aujourd'hui.
Mais tu vois, Greg Sway, là, je reviens sur ça. Il a fait un truc, d'ailleurs, si vous avez pas vu, allez le voir. C'est une série où en fait il part de Bruxelles et il descend l'Afrique. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs. Ouais, avec j'ai son- vu des avec passages. son pote en Volvo, une Volvo qui passe plus le contrôle technique et ils descendent toute l'Afrique avec cette caisse-là et c'est magique. Enfin, clairement, alors il y a le fait que ça soit qualitatif, mais il y a l'expérience en tant que telle qui est vraiment qui est hyper belle, quoi. Et ils arrivent énormément bien à retransmettre tout ça à l'écran. Mais par contre, ils ont des partenariats. Tu vois, par exemple, l'équipementier qui équipe leur voiture, bah, en fait, c'est leur partenaire. Et du coup, bah, forcément, mais c'est du donnant-donnant. Et en fait, c'est entre guillemets logique, c'est pas choquant pour le spectateur, tu vois, d'aller supporter les mecs comme ça, quoi. Et pourquoi, enfin, toi, tu pourrais très bien te dire, voilà, je pars 3 mois au bout du monde. Et par exemple, je dis n'importe quoi, mais je vais faire des collabs avec la marque Quechua pour les shampoings ou les gels douche, tu vois. C'est quelque chose qui est envisageable aussi ou pas? C'est réellement l'objectif, je t'avoue. C'est pour ça que en fait, pour le contexte, on a réalisé un premier documentaire avec un autre ami avec qui j'ai l'habitude de faire beaucoup d'aventures, qui s'appelle Julien, qui est aussi passionné vidéo, qui a pas décidé d'en faire son métier, mais qui partage cette passion. On est parti au Vietnam pendant 1 mois avec un concept peut-être on en parlera tout à l'heure. On peut en parler maintenant. Ok, parfait. On est parti réaliser un documentaire au Vietnam avec pour concept d'aider une personne par jour dans le pays dans lequel on se rend. Donc en l'occurrence au Vietnam. C'est purement inspiré de J'irai dormir chez vous, mais en gros, pour le vulgariser en mode J'irai bosser pour vous. Ok, donc là, quand tu dis aider, c'est vraiment je bosse en fait. C'est pas je donne de l'argent. Non, Ouais. non, on n'est pas d'Asdas, on n'a pas, on n'a pas autant de thunes à donner. Non, mais je me doute, je me doute. Mais l'idée, ouais, c'est en fait, si tu veux, c'était aussi un prétexte pour créer comment dirais-je, pour créer en fait une interaction avec les gens. Aussi, c'était aussi le prétexte parce qu'en fait, Antoine de Maximi, sa grosse baseline, c'est J'irai dormir chez vous, mais ça lui permet en fait d'avoir un prétexte pour créer des interactions avec des gens dans la rue, si tu veux. Parce qu'il a un objectif en tête. Et nous, on s'est dit, voilà, nous, on veut bosser pour des gens, découvrir leur métier, ce qui permet en plus de comprendre encore mieux les cultures locales qui persistent, malgré le fait que ce soit souvent des pays touristiques. Je dis ça parce que le Vietnam, Taïwan, Thaïlande, Cambodge sont des pays maintenant qui sont très touristiques et de plus en plus. Disais la Thaïlande quand même beaucoup plus que le Vietnam. Beaucoup plus, ouais, pour ça la aussi, Thaïlande, vous avez ouais. choisi le Vietnam. C'est pour ça, le Vietnam, il y avait encore des bonnes traditions, des bonnes cultures encore bien ancrées. Par exemple, dans le nord du pays, il y a des ethnies qui parlaient encore pas du tout le vietnamien, mais des langues très anciennes. D'ailleurs, ça n'a pas été facile pour communiquer. Et on est parti comme ça 3 semaines et demie, autofinancé. Donc tout l'argent est sorti de notre poche pour financer ce documentaire. Grosse prise de risque du coup. Grosse prise de risque, mais l'ambition derrière, c'est de faire parler de ce concept, voir s'il fonctionne, voir s'il nous plaît et s'il plaît au public, et ensuite se servir comme base pour monter un dossier et faire des appels au financement. C'est tout de suite plus facile de montrer un exemple de ce que tu veux faire quand tu demandes des sous, plutôt que juste un pitch fait du texte sur 20 pages d'un dossier. Là, il y aura 20 pages du dossier, mais au bout d'un moment, on dira, voilà, c'est concret, il y a du concret à montrer, c'est ça, et c'est toujours plus facile quand tu n'as pas de communauté adéquate. Parce que tu as 200 000 abonnés, tu fais un dossier de 20 pages avec un pitch, c'est plus facile. Là, la difficulté, c'est qu'on part de pas grand-chose. Alors, j'ai la chance d'avoir une toute petite commu sur Instagram. Bah, une toute petite, t'as quand même 15 000 abonnés, on te vend un peu là. T'as 15 000 abonnés sur Instagram, tu proposes des contenus qui font quasi des fois 1 million de vues, c'est pas rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais déjà que t'es capable de capter l'attention. C'est ça. Voilà, donc ça c'est déjà énorme je pense. Je sais que je l'ai déjà fait auparavant, donc ça donne, si tu veux, du courage et de l'espoir sur le fait qu'on peut le faire aussi demain avec un projet plus gros. Parce que c'est ça, en fait, on fait 2 millions de vues sur un format qui fait, 15 secondes. Ouais, bien sûr. Mais c'est ce qui marche aujourd'hui. Mais oui, mais là, on prend un risque, entre guillemets, un peu vieux format, limite télévision, même si vraiment ce sera pas un format télévision, mais ça peut s'apparenter à ça de par nos inspi de J'irai dormir chez vous et Nuit et culotté. C'est un truc qui peut passer en prime time à 20h sur... Ouais, c'est ça l'idée. Ou, tu vois, ou sur Amazon Prime, franchement, on kifferait, tu vois, un peu style dans la catégorie documentaire Netflix, hors planète, ou les trucs comme ça, tu vois. Et c'est vraiment des vidéos, des styles de vidéos à part. Moi, je sais que, c'est ce que je disais en intro, c'est le style de vidéo
sur lesquels je reste et je prends plaisir à regarder, parce que ça me fait vraiment ressentir, et c'est peut-être aussi mon cas, tu vois, parce que je suis très sensible à ces contenus-là, surtout quand il y a un peu de musique, qu'il y a une belle qualité vidéo, qu'il y a un vrai message derrière, où en fait, quand tu finis le documentaire ou la vidéo, t'as envie de partir de chez toi, de te casser, et de tout envoyer bouler, quoi. Et ça, c'est énorme, parce que si t'arrives à provoquer ça, et moi, pour le coup, je te le dis, t'as réussi à provoquer ça à travers tes vidéos, c'est que t'as du talent, quoi. Et c'est qu'il faut absolument continuer de pousser tout ça. D'où l'intérêt de ce podcast. Bah merci Alice, ça me fait chaud au cœur. Partager des expériences de vie comme la tienne à des gens qui ne te connaissent pas. Donc voilà. Du coup, je disais, dans ton dernier documentaire, t'as exploré la manière dont le voyage a changé ta perception du monde. On est d'accord. Et sur les moments de vie que tu as vécu, sur les expériences que tu as engrangées durant toutes tes expériences, hein, pas forcément que sur le dernier documentaire, mais à quel moment tu t'es dit, ok, là je vais pas revenir, je vais pas être le même, quoi. Alors Je vais plus être le même. ça me l'a moins fait sur le documentaire au Vietnam parce que c'était pas mon premier voyage. Par contre, je peux prendre une expérience marquante qui était la première très extrême, c'est lorsque je suis parti vivre 6 mois en Chine tout seul. Où là j'ai pris une grosse claque dans la figure, déjà où j'ai découvert que j'étais pas fait pour la solitude. Parce que j'étais vraiment tout seul et puis j'étais dans une ville qui était pas simple parce qu'il y avait pas beaucoup d'expatriés, c'était un peu la Silicon Valley chinoise, c'était la ville de Shenzhen, donc tous les gens venaient faire du business et les expatriés, donc pas que je peux pas être pote avec des quarantenaires etc, mais c'était beaucoup des hommes d'affaires et des familles. Il y avait pas beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes chinois qui parlaient pas tous anglais. Donc j'ai vraiment connu ce que c'était la solitude et je me suis pris une grosse claque. C'était en 2018. Ouais, 2018. Et en fait, je suis pas rentré J'ai découvert beaucoup de choses là-bas. Dont, en fait, chaque pays, et c'est la définition en fait, finalement de la culture, vit dans un système. Et dans ce système, on nous inculque des lois, des règles, des valeurs, des bonnes manières. Je vais illustrer par des exemples. Par exemple, en France, on a cette manie de mettre notre couteau à droite et notre fourchette à gauche quand on met la table. Ouais, carrément. Par exemple, c'est quelque chose de normal. Ou cracher dans la rue, c'est quelque chose de sale. C'est perçu comme quelque chose de sale ici. Et en fait, en vivant et en grandissant dans ce système, bah finalement, tu vois, si je te demande, Ali, est-ce que je peux cracher par terre, tu vas me dire, bah c'est dégueulasse, mais ça te paraît normal le fait que ce soit dégueulasse. Et par exemple, mettre le couteau à droite ou la fourchette à gauche, c'est un peu extrême, mais c'est des choses, en fait, quand on vit dans un système et qu'on grandit dedans, ça nous paraît normal. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, même en France, entre Français, tu vois. Genre, typiquement, moi, ça m'est arrivé, des fois où je suis parti manger chez des gens, et bah ouais, c'était, je dis n'importe quoi, mais la grande cuillère, elle est à côté de la fourchette, alors qu'en fait, la grande cuillère, elle est au-dessus chez moi, quoi. Et ça, des fois, ça impacte vraiment sur la manière, en fait, dont les gens vont te voir, et ils peuvent garder dans leur tête une image de toi. En fait, ils vont avoir une image de toi. Voilà, c'est ça. Ils vont pouvoir te catégoriser. Là où je veux en venir, c'est que tu vois, par exemple, même nous, c'est normal d'aller voter tous les 5 ans pour notre président. Ouais. Et en fait, ce que j'ai compris en Chine, c'est quand je voyais tout le monde cracher par terre, littéralement se racler la gorge au restaurant, faire du bruit en mangeant ses nouilles au restaurant, t'entends une trentaine de personnes qui fait comme ça et tout. Et en fait, genre, toi, t'es là en jeune européen, tu arrives dans un pays comme celui-là, tu dis, mais c'est dégueulasse. Mais en fait, pour eux, mais c'est pas dégueulasse. Parce que ils ont vécu dans un environnement où, en fait, cette chose-là, c'est normal. Et en fait, c'est ça que j'ai compris en voyageant, et surtout dans ce pays-là, c'est qu'en fait, le normal, il est propre à chaque système sociétal, à chaque culture. Et en fait, il vient de là, le mot culture. C'est les choses normales, en fait, qui sont différentes entre chaque pays. Moi, ce que je voudrais rajouter dans ce que tu dis, c'est que, entre guillemets, ça, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'on peut le lire partout, on peut regarder des vidéos qui vont nous permettre de comprendre ça. Mais, en réalité, c'est ce que le voyage permet, c'est que tu t'en rends compte en face. Tu le vis, tu le sens, tu l'écoutes, mais réellement. Et je pense que c'est ça qui fait que le savoir, en général, tu vas l'acquérir parce que tu l'as vécu. Et quand tu reviens, tu peux dire aux gens ce que tu viens de dire. Les gens vont te dire, mais oui, ok, peut-être, je sais. Mais ils l'auront pas aussi bien compris que toi, tu l'as compris. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, c'est ça plutôt que je vois, ça nous permet vraiment on s'ancre
d'une autre culture, ou du moins vraiment on l'a compris parce qu'on était c'est un peu on est passé du 2D à la 3D, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça. Mais en plus, genre, moi j'arrive, je vais pas aller voir le chinois qui est à côté de moi et lui dire t'es dégueulasse. Et ouais. Genre, moi je suis un mec sur 1,5 milliard de chinois, genre c'est pas à moi de dire non, genre je m'adapte et parce que c'est normal, c'est leur culture, tu vois. Bien sûr. Et je trouve que du coup, de par là, ça nous fait relativiser, tu vois, sur des choses. Quand tu reviens en France et que tu vois des trucs, je trouve que ça ouvre l'esprit en fait. De comprendre que ce qui est normal pour nous, il n'est pas forcément normal pour tout le monde. Et je trouve que c'est puissant, tu vois. Je trouve que ça contribue à l'ouverture d'esprit Complètement. et à la tolérance de la différence. Et je pense que c'est ce que un gros message, peut-être on avait prévu d'y arriver plus tard, mais Ouais, je mais pense que c'est- voyager, c'est ça, c'est l'ouverture d'esprit Mm. et l'ouverture à la tolérance. Et c'est pour ça que j'ai un dicton qui dit si tout le monde voyageait, par exemple si en primaire on t'obligeait à partir en Asie pendant 2 semaines en mode classe verte, je pense que le monde serait bien meilleur. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que on a de plus en plus de mal avec la différence. Mm. Alors, ça s'ouvre de plus en plus sur différents sujets. Ah, mais c'est vrai, hein, Et c'est un combat perpétuel bien sûr. pour certaines communautés. Mm. Mais je pense que voyager, ça aiderait à accélérer les choses si tout le monde avait une expérience de voyage et si tout le monde s'était pris justement cette claque dans la gueule, quoi. Tu vois, moi, typiquement, double culture, ma mère, elle est française, d'origine française, mon père est français, mais d'origine marocaine. Et un de mes premiers voyages, c'était un voyage au Maroc. Et c'était pas n'importe quel type de voyage, parce que c'était un voyage où j'allais pas dans une ville touristique, j'allais dans une ville, si on peut appeler ça une ville, dans un village, qui était le village de mon grand-père, qu'on est venu chercher d'ailleurs pour travailler dans les mines du Nord. Et donc quand je suis arrivé dans ce village-là, en fait, on m'a dit, bah voilà, voilà ton cousin, voilà ta cousine, et puis voilà ce qu'ils font. Et en fait, c'était littéralement des travailleurs. Ils avaient 15 allez, entre 15 et 18 ans. Et ils travaillaient, mais littéralement, ils travaillaient dans les mines. C'est-à-dire que... Alors, c'était pas des mines, c'était des grottes où, justement, le père était sculpteur et ils aidaient tous leur père parce que c'était l'activité principale. C'est ce qui leur permettait de vivre, de vivre. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est... j'avais un téléphone portable, j'avais honte de l'avoir d'ailleurs. Parce que quand on te dit je ne vais pas arriver enfin du moins à aller chercher l'eau avant 18h parce que l'eau elle est dans un puits qui est à 10 km d'ici, c'est pas une blague, c'était vraiment ça à l'époque. T'as pas envie de sortir un téléphone quoi. Mais je le sors et je montre ça à ce fameux cousin que j'avais connu depuis que je connaissais depuis 30 minutes. Et il me dit waouh! Et il se touche. Et en fait, il s'était jamais vu aussi précisément, tu vois. Parce que eux, leur seul miroir, c'était... Mais c'est pas une blague, leur seul miroir, c'était la flaque d'eau, quoi. Et bon, bref, et moi, quand je suis revenu de ce voyage-là, ouais, c'est vraiment ouf. Bah, en fait, j'étais un cancre à l'époque. À l'époque, j'étais vraiment... Mais j'étais nul. Et je pense que c'est cette expérience-là qui a fait que j'ai voulu tout donner parce qu'on m'avait tout donné. Et du coup, c'était ce truc-là de... Je vais pouvoir y retourner un jour et bon, pas racheter le village et faire la bringue avec eux, mais en gros c'était ce truc là de je peux pas me permettre de rien faire, je peux pas ils sont en train de travailler, ils ont mon âge, moi je suis là, je fous rien. Et du coup voilà, c'était une petite aparté pour dire bah, voilà, on comprend, on est tolérant c'est vrai, mais en même temps on comprend que on relativise sur notre nous à nous. Et on peut justement retrouver que ce soit de l'inspiration, de la détermination, de plein de choses en voyageant. Donc, voyager, les amis. T'as évoqué... Ouais, ça c'est intéressant. Bah, justement, t'as évoqué l'idée que chaque pays avait son système de normes, de valeurs, de coutumes, de culture, qui des fois est étroitement lié à la politique, à la religion, etc. Est-ce que tu peux évoquer une expérience où justement... t'as pu voir à quel point, voilà, tu l'as déjà expliqué avec la Chine, mais une expérience ou une rencontre qui t'a fait reconsidérer la vision du monde, plus généralement. T'avais une rencontre à conserver. C'est difficile parce que tout résumer dans une rencontre, c'est pas
possible. En tout cas, pour le cliché, j'ai pas rencontré un moine en haut d'une montagne qui m'a dit le secret de la vie. C'est mon rêve d'ailleurs. Ok, ça arrive à certains. Ça arrive à certains, et franchement, je les envie bien. J'ai bien envie d'avoir cette expérience un peu cliché de Karate Kid. Mais j'ai fait plusieurs petites rencontres qui m'ont marqué chacune d'entre elles de manière différente. Ok. Et ce qui a confirmé quelque chose que je pensais, c'est qu'il y a des gens bons et des gens mauvais. Voilà, et ça c'est universel, c'est partout. Les gens mauvais, après on rentrera en psychologie, mais c'est simplement des gens qui sont malheureux et qui l'expriment d'une manière qui les rend mauvais, mais ça fait pas d'eux des gens mauvais au fond. Mais là où je veux en venir, c'est que... On devient mauvais, c'est la fameuse phrase philosophique grecque, là. On ne naît pas mauvais, on devient mauvais. Ouais, c'est ça. L'homme est fondamentalement bon. C'est ça que j'ai compris. Je vais l'illustrer par un exemple. Un petit spoil du coup du documentaire du Vietnam ou... Ouais, les gars, on a de la chance, mais comme tu veux. Bah écoute, non, je vais prendre un autre Prends exemple. un autre exemple. En Thaïlande, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Elisabeth. D'accord, une Vietnamienne ? Non, une Française qui habitait en Thaïlande. D'accord. Qui devait avoir, alors je vais pas dire de bêtises, je suis désolé Elisabeth, mais entre 60 et 70 ans, si je me trompe pas. Ok. Et en fait, elle a perdu sa fille dans le tsunami. Dans l'un des tsunamis qu'il y a eu en Thaïlande, sa fille était une élève brillante, elle avait notre âge, 20-25 ans. Et en fait, pour rebondir dans sa vie, elle a décidé de créer et monter une école en Thaïlande pour accueillir en priorité les enfants rescapés du tsunami. Du coup, parfois des enfants qui avaient perdu leurs parents ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça fait des années que l'école existe. Elle est vue comme une déesse, comme une sauveuse là-bas. Il y a même un documentaire d'un réalisateur que j'ai rencontré là-bas qui a réalisé un documentaire sur l'école et sur l'histoire d'Elisabeth, qui a été primé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, par de nombreux prix en Asie. Wow. Et elle m'a marqué cette histoire parce que grosse leçon de vie, quelqu'un qui a su bien rebondir et qui a su... Et c'est ça aussi qui déconstruit un peu les idées. Quand tu voyages, tu construis une idée qui est déconstruite après, ou même de manière temporaire, ça fait des fois l'inverse. Mais tu vois, en partant au Vietnam, je me suis dit, mince, j'ai l'impression que l'argent régit le monde en fait. Que si tu veux forcément aider quelqu'un, bah, le meilleur moyen de l'aider, c'est de lui donner de l'argent. Et elle, bah, elle en avait pas de l'argent, elle allait le chercher. Alors oui, c'est l'argent directement qui a aidé, mais la base initiale, c'était créer une école et rassembler les rescapés ou les familles défuntes, etc. Bien sûr. Et elle a réussi à bien le faire. Et du coup, grosse leçon de vie en se disant, bah, déjà quand on veut, on peut. C'est cliché comme phrase, mais... Mais ce que je disais, et je l'ai dit dans le dernier épisode qui n'est pas encore sorti, qui sort dimanche, ouais, c'est vraiment bateau, mais en fait, il n'y a pas meilleure phrase. Quand on veut, on peut. Et comme tu dis, avec de la rage, elle avait la rage, tu vois. C'est l'atrocité de la vie qui lui a fait aller au bout de son projet. Et vas-y, continue, mais... voilà, j'ai fini sur cette rencontre-là, et tu vois, une rencontre un peu moins positive, mais qui reflète aussi des difficultés qui sont présentes dans le monde, c'est au Vietnam. Donc, au début du documentaire, je peux le dire, parce que ça va vachement introduire quand même le long métrage, c'est qu'on a rencontré des jeunes Vietnamiens avec Julien, avec qui on a vachement sympathisé. Au bout de 24 heures, on pensait qu'on était super potes et tout. Au bout de 24 heures, ils nous disent « Venez, on va vous faire expérimenter la vie vietnamienne locale ». Nous, on est comme des dingues, parce que notre objectif, c'est d'éviter les endroits touristiques et d'être le plus possible en immersion avec la culture locale et les habitants. Ils nous emmènent dans un restaurant, on décide de les inviter. Et ensuite, ils nous ont dit « On a réservé une table en boîte de nuit, venez avec nous ». Et en fait, on s'est aperçu que c'était un scam, c'est-à-dire une arnaque super bien rodée, où l'objectif c'était de nous emmener en boîte de nuit, nous faire consommer le plus possible parce qu'ils touchaient une commission dessus. Et lorsqu'ils ont vu, à partir du moment où on voulait plus consommer, ils ont commencé littéralement à faire la tête. Et au bout de 10 minutes, ils étaient partis et nous, on était limite sortis de la boîte pour rentrer chez nous, quoi. Du coup, grosse déception, parce que tu te dis, waouh, attends, on est devenus potes avec des Vietnamiens, quoi. Complètement. Et en fait, tu t'aperçois que tu t'es fait rouler. Mais tu t'es pas fait rouler pendant une demi-heure. Ça fait 24 heures qu'ils te roulent, les mecs. Et les mecs, ils ont, entre guillemets, aucun scrupule, quoi. Mais après, encore une fois, peut-être que je suis un peu dur de dire qu'il y a des gens mauvais. C'est pour ça que du coup, après, j'ai rebondi en disant non, il n'y a pas des gens mauvais. C'est juste que c'est des gens qui sont dans des extrêmes difficultés ou pas bien et qui les expriment peut-être pas de la bonne manière. Mais tu vois, c'est des jeunes, ils avaient 20 ans. Ils ont encore tout à apprendre, etc.
je sais pas trop comment expliquer. On avait la rage, je t'avoue, parce qu'on a perdu plus de 250 €. Puis au Vietnam, c'est quand même une petite somme. Et bien sûr, puis sur un projet qui était pas forcément budgétisé à 1 million, quoi. C'est surtout que quand tu viens dans une démarche en mode vas-y, je vais aider des gens. Alors oui, tu viens tourner un documentaire, t'as ton intérêt personnel. Tu vas dans un pays, oui, je suis d'accord, notre intérêt c'était Bien aussi sûr. de tourner un documentaire, Bien sûr. mais on a choisi aussi ce qu'on voulait faire dans le fond de ce documentaire. Et le fond de ce documentaire, c'était aller à la découverte d'une culture et aider des locaux dans une manière où on pouvait. Et le Vietnam, au début, nous a reflété le fait, de par cette rencontre, que le meilleur moyen d'aider les gens, c'est l'argent. C'est l'argent, ouais. Mais tu vois, cette idée un peu déconstruite avec... pardon pour mon micro. Cette idée un peu déconstruite avec l'histoire d'Elisabeth, qui est partie de rien et qui a réussi à monter une école en Thaïlande avec, oui, des financements, donc ça rattache toujours à l'argent, mais de toute façon, l'argent fait le lien avec tout, quoi. Mais je veux dire avec l'ambition initiale. De toute façon, je pense que soit t'en as pas assez, soit t'en as trop. Et c'est compliqué de... Parce que là, on dit... on va partir sur notre débat peut-être, mais l'argent rend mauvais. Mais je pense que oui, fondamentalement, oui, quand on en a énormément, on peut très vite, si tu veux, le pas entre le bon et le mauvais se réduit en fonction de ta quantité de richesse. Moi, je pense que c'est fondamentalement vrai. Plus tu as d'argent, plus tu veux de pouvoir, par exemple. Et plus tu veux de pouvoir, et plus tu fais des choix qui ne sont pas forcément éthiques. Mais tu vois, en fait, ton expérience, elle prouve bien que l'éthique, elle s'achète. Elle peut s'acheter parfois. Mais moi, je ne serais pas d'accord avec toi. Je pense que la méchanceté existe dans le sens où si tu es fondamentalement bon, tu es capable de fixer cette limite et de te dire « je ne vais pas me faire acheter mon éthique ». Pour moi, c'est là qu'on peut... C'est encore relié à l'argent, mais si on n'arrive pas à se fixer de limite, on est fondamentalement mauvais. Ou alors, pour moi, il y a un point de non-retour. Être mauvais, fondamentalement mauvais, c'est ne plus pouvoir revenir à la bonté. Par contre, évidemment qu'on fait tous des choses bonnes et tous des choses mauvaises, mais... Voilà, là, c'était... Bon, pour le coup, voilà, il n'y a pas de gravité en soi, parce que c'est que de l'argent. Mais il y en a qui peuvent arriver quand même à des situations mortelles parfois. Enfin, tu vois, ça va tellement loin. Et voilà, revenir aux bases. Et de toute manière, tu vois, il y a l'argent. Ça, c'est ce que tu disais, mais on est tous finis. Il y a la mort, en fait. Et tu vois, je parle de la mort. Et Elisabeth, elle a connu cette chose-là. Et c'est ça qui te détache de l'argent, mais brutalement. Tu te dis, mais... c'est ça la vie de base. La vie, c'est ne pas vouloir la mort, c'est profiter de chaque moment de vie qu'on a, de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde. Donc voilà, c'est un beau message. Franchement, j'aime beaucoup. Et comme quoi, dans tous les pays du monde, partout, n'importe quelle culture va être malheureusement reliée à l'argent, parce que c'est la base de tout. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'un de tes podcasts. C'est tellement intéressant, ça, le pouvoir de l'argent, justement. Ouais. Et de quelle manière il régit le monde, c'est un sujet aussi passionnant. On pourrait, je trouve ça discuter des heures. C'est vrai que c'est un super... Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même plus de gens bons que de gens mauvais. Okay. En voyageant, tu t'en aperçois. Ouais. Et la générosité, parfois, c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai, je veux pas spoiler le documentaire, comme ça incite les gens au moment où ils l'écoutent, ou à se préparer pour le mois de septembre pour la diffusion. Mais les gens qui ont le moins, c'est les plus généreux. C'est hyper cliché de dire ça, mais ça s'est confirmé. Parce que les jeunes qui nous ont arnaqués, ils étaient beaucoup mieux habillés que nous, et la nana, elle me disait une demi-heure avant, moi ce que j'adore c'est le Dom Pérignon, quoi. Donc c'était pas des gens à plaindre non plus, tu vois. Je vois. Et l'une des Parce personnes... qu'ils avaient peut-être profité d'autres personnes avant vous, les amis. Je pense que c'était une arnaque très bien rodée, mais vous le découvrirez dans le documentaire. Ok. Mais alors j'avais un truc à dire, j'ai carrément oublié. On va passer à la question suivante. T'as souligné l'importance d'accepter... tu parlais de la solitude tout à l'heure. Ouais. Tu parlais du coup de la solitude. Bon, on va expliquer déjà comment t'as vécu la solitude. À quel moment, quand tu prends un van et que tu pars 1 an, tu te dis putain merde, j'ai fait une connerie. Tu te dis ah ouais putain, fais chier, je me sens seul quoi. Comment ça s'est passé tout ça ? Bah déjà, ce qui est hyper paradoxal pour les gens très proches qui connaissaient mon expérience en Chine, ils m'ont dit t'as super mal vécu ta solitude pendant 6 mois. Ouais. Et 2 ans après, t'achètes un van, tu décides de partir tout seul.
Et je sais pas pourquoi, en fait, je crois au fond de moi, j'avais pas accepté cette zone d'inconfort. Je voulais la transformer en zone de confort. Pour moi, c'est quelque chose, je me suis dit, il faut que j'arrive à le travailler. Et même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai la chance de vivre dans un appartement à Lille, là où on se situe, et je suis très souvent seul, et au bout de 3 jours, je pète mon crâne, tu vois. Donc c'est encore quelque chose, je sais que je dois travailler, mais, par exemple, partir en voyage seul et tout, bah je kiffe. Parce qu'en réalité, t'es jamais seul. Quand tu pars en mode backpack, Oui, t'es jamais seul parce que ton instinct animal de survie fait qu'on est fait pour vivre en société. Et du coup, ton cerveau, il va trouver des moyens ou le courage même d'aller parler à des gens en auberge de jeunesse notamment pour créer la rencontre et retrouver un lien social. Mais ouais, la solitude, c'est un gros sujet. Pareil, je pense que c'est un sujet complètement à part. Mais quand tu voyages, en tout cas, le message, l'auberge de jeunesse, c'est l'un des moyens de voyager seul facilement, parce que tous ceux qui vont en auberge de jeunesse, ils sont comme toi, ils ont le même objectif que toi. Ils voyagent seuls et ils veulent rencontrer des gens. Ok. Oui, ça c'est vrai. Et tu vois, dans l'expérience que j'ai fait en Turquie et que j'ai refait cette année, bon, c'était à Clermont, mais c'était la même chose, sauf que les gens venaient ici. Tu te rends compte que dans l'asso dans laquelle j'étais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, les gens, ils vont venir vers toi naturellement. T'as rien à faire. Ouais, Et c'est même clair. pour des mecs sociables comme nous, bah en fait, on est surpris parce qu'on se dit, putain, merde, bah, j'ai rien à faire en fait. Même les Envie de profils dire quoi. timides. C'est ça. Et bon, par contre, il y a un truc qui marche vraiment, c'est l'aimant social. En fait, l'aimant social, c'est un truc qui nous fait dire que on va se manger des rejets beaucoup plus que des réponses. Alors qu'en vrai, c'est faux, ça. Et ça dépend de l'attitude et de comment t'amènes le truc. Si t'es bien habillé, si tu parles bien. En vrai, si tu parles bien, que t'es bien habillé, que tu respectes tous les codes de l'aimant social, normalement, tout le monde te répond. On en parlait tout à l'heure Ouais. en déjeunant justement de cet aspect. Mais juste pour revenir, parce que j'avoue Ouais, que bien sûr. j'avais oublié ta question et là je viens de m'en rappeler. Ok. Par rapport au van, Ouais. en fait, ce qui est compliqué, c'est que déjà de base c'était un projet commun avec une ex-copine, du coup, qui est devenue ex, et du coup, mon projet qui est devenu commun à solo. Alors, il y avait une grosse partie solo, j'ai pas fait ça en mode on le fait en commun, tout à 100%, etc. Et après, honnêtement, je me suis fait aussi. Alors, j'adore la van life, hein. J'adore le van. Aujourd'hui, si j'ai vendu mon van, ça n'a pas été 100% un choix, notamment pour des aspects financiers, sans rentrer dans les détails. Mais je pourrais repartir en aventure, etc. Mais pour vivre constamment, c'est pas fait pour moi. Et je pensais que c'était fait pour moi, de par les vidéos que je voyais sur YouTube, parce que j'arrivais à m'identifier à ces gens-là, de par les reels Instagram avec les super belles musiques qui te fait croire à une vie de rêve et tout. Ouais, franchement, la van life, c'est magique. C'est pas qu'une vidéo, c'est incroyable quand tu te retrouves en haut d'une falaise, juste à dormir à la belle étoile avec ton van ouvert. Moi, je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que la réalité, bah, c'est que l'hiver, t'es sur le parking de Toulouse, sur la piscine municipale, il flotte. T'es tout seul pour le 10e jour. T'es en mode confinement parce que tu sors pas. Parce que la van life, c'est fait pour vivre en grande partie en extérieur aussi. Ça fait 10 jours que t'es enfermé sous la flotte sur un parking. Bah là, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Je pourrais être dans un appartement sous la flotte, mais au moins j'aurais mes potes, quoi. Et ça a été ça le déclic où je suis remonté. J'ai gardé mon van encore pendant plus d'1 an où j'ai juste fait des aventures et moins cet aspect de vivre au quotidien dedans. C'était dur au début d'accepter que c'était pas fait pour moi. En tout cas, c'était pas le moment. Ok. C'était pas le moment, j'avais besoin de continuer à me construire, de continuer à travailler ce sentiment de solitude. Et tu vois, j'ai continué à l'utiliser, mais pas de la même manière. Et j'avais trouvé ma manière qui me correspondait. Mais vivre à plein temps dedans, en autonomie, seul, ouais, moi j'ai besoin d'être constamment avec des gens. Tu vois, Au je moins, tu l'as réfléchis à compris. passer en colocation et... Mais tu regrettes pas. Ah non, je regrette pas un seul instant. Je regrette peut-être de l'avoir vendu il y a une semaine. Mais bon, encore une fois, c'est qu'une étape, c'est pour en avoir un plus beau après. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. Bien sûr. Et voilà. Ok, cool, mais c'est super, super intéressant. Franchement, tes expériences, je pense qu'elles vont parler à certains et ça va vraiment donner de l'inspiration. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, ces vidéos YouTube. Hein. Franchement, moi, Avec plaisir. j'hallucine. Et c'est surtout qu'il y a une voix off. Enfin, il y a un travail d'écriture derrière. Il y a une vraie, il y a une âme à tes vidéos. C'est pas juste, je mets des séquences vidéo à la suite. Il y a vraiment quelque chose de très artistique, hein, ce que tu disais au début. Tu parlais de l'importance du voyage pour prendre du recul, notamment dans ta période van, du coup, où tu as pu, je pense, beaucoup réfléchir sous la flotte pendant 10 jours sur un parking de piscine municipale.
Comment est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de la manière dont le voyage t'a permis de mieux comprendre ta propre vie et de comprendre les changements que tu feras après ce voyage-là ou que justement tu as mal fait? Comment ça peut te servir d'introspection? Je vais prendre un exemple extrêmement concret. Ok. Début 2023, j'ai décidé en mode tout plaquer. J'avais pas grand chose à plaquer, mais prendre mon sac à dos. J'ai pris un billet pour la Thaïlande et une semaine après, je partais. Pendant 1 mois et demi. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête et une fatigue mentale que j'avais de par. Voilà, mes parents venaient de divorcer, je venais de me séparer de mon ex-copine. Ouais, le monde s'effondre. Il y avait beaucoup de. Bon, c'était un choix, mais c'était quand même compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'il y avait plein de nœuds dans ma tête. Et je me suis dit, je sais comment je fonctionne, j'ai besoin de prendre le plus de recul possible pour nettoyer mon cerveau et dénouer tous ces nœuds qu'il y a dans ma tête, pour refaire des lignes bien droites et avoir du recul, pour savoir où j'en suis, pour commencer à me reconstruire, et partir. Ce que j'ai appris d'ailleurs en 2023 avec ce voyage en Thaïlande, c'est que partir loin, c'est pas partir loin de ses problèmes. Tes problèmes, ils sont avec toi dans le sac à dos. Tu les emportes avec toi en voyage. Bah, on fuit pas ces problèmes, c'est ce qu'on dit souvent. Non, ils viennent avec toi. Ils viennent avec toi. Sauf que, et je vais illustrer avec un exemple, c'est comme si, imagine, t'es dans la fosse d'un concert, tu te rends pas compte un peu de la proportion de gens qu'il y a autour de toi. Parce que, voilà, même si tu te mets sur la pointe des pieds, tu regardes autour de toi, tu vois pas au-dessus de 5 personnes de ton rayon. Par contre, si tu montes sur la scène, là, tu vas pouvoir te rendre compte un peu de la proportion de gens qu'il y a. Et moi, je vois cette manière de voyager aussi comme ça. C'est-à-dire que moi, partir en Thaïlande, loin de là où j'habite, dans une culture à l'antipode de la mienne, ça me permet d'avoir cette prise de recul sur ok, déjà, je prends une semaine pour me reposer, et naturellement, avec cet aspect de solitude, parce que la solitude aussi permet cette introspection et la génération d'idées, alliée à des expériences complètement nouvelles qui parfois aussi déstabilisent, mais justement tu viens titiller des émotions qui n'ont pas été titillées depuis longtemps, ça te permet de prendre une grosse claque, une prise de recul et de prendre conscience sur certaines choses. Par exemple, depuis le divorce de mes parents, je vivais chez ma mère, j'adore ma mère, je l'aime du plus profond de mon cœur, mais on aime tous sa mère, Baptiste. Mais oui, mais je m'apercevais que le fait de plus avoir notre maison commune, c'était plus la même chose, c'était différent, et que j'avais besoin de prendre complètement mon indépendance. Parce que pour le contexte, après avoir vécu pendant 1 an en van, je suis retourné chez ma mère. Ok. J'y ai vécu 4 mois, et après au bout de 4 mois, je suis parti en Thaïlande. Et je me suis dit, en rentrant, je vais me prendre un appartement à Lille. Et c'est comme ça que j'ai emménagé. Et ça a été une super décision. Et ça, je l'aurais pas eu si j'avais pas pris de recul. Ça m'a permis aussi de couper complètement les plombs avec mon ex-copine où on était incompatibles. C'était un peu une relation toxique sans rentrer dans les détails. Tu coupes les plombs carrément. Ouais, tu fais sauter les plombs direct. De couper les liens, mais de manière définitive. Bien sûr, et j'aurais pas pu le faire si j'étais resté dans la même ville. Après, ça veut pas dire que tu peux partir, par exemple, aux falaises d'Étretat et prendre du recul de la même manière où tu pars en Asie. Mais moi, je vois partir complètement dans un truc hyper différent. C'est comme si tu montais sur une scène de 2 mètres de haut ou tu montais sur une scène de 10 mètres de haut. Tu vas avoir une vue encore plus globale. Et je le vois comme ça. Et ça, c'est une prise de recul concrète qui m'a permis d'avoir une vision différente et de prendre des décisions différentes en rentrant et de me faire grandir et évoluer sur certaines choses. Le Vietnam, ça me l'a fait sur certains points, moins parce que je me sentais bien dans ma tête avant de partir, mais je pense que aussi ça peut arriver quelques mois plus tard, tu vois. Moi, j'ai une autre question, du coup, qui vient de venir là, comme ça. Mais comment on gère ce rythme de vie où on va être peut-être amené, tu vois, l'année prochaine... T'as quel âge, toi ? Je vais avoir 26 ans. T'as 26 ans, on te dit, bah voilà, Baptiste, très bien, pars 1 an au bout de l'Alaska, avec Mike Horn pour le filmer, parce que je vois que t'aimes bien. Ouais. Il y a les petits décors. Faut pas oublier qu'on est filmé, c'est vrai, coucou la cam. Comment t'arrives à gérer ça, en fait ? Est-ce que c'est possible est-ce que c'est compatible avec une vie de famille classique, par exemple ? J'en sais rien, je pense pas que t'es d'enfant. Non, pas enfin, du moins, je les vois pas. T'as un petit chien qui est magnifique, là, juste en bas, mais t'as pas d'enfant et de vie de famille à part entière. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être vidéaste, en même temps voyageur, et d'avoir une famille, une vie classique ? Enfin non,
la question est un peu rhétorique, mais comment t'envisages un peu tout ça? Comment t'envisages la suite? C'est difficile à lire comme question. Ouais, je sais, mais je suis là pour te challenger un peu. Justement, c'est un peu la question que je me pose au quotidien, et je pense que ça joue beaucoup sur l'entourage. Tu vois, par exemple, ton meilleur ami, tu sais que c'est ton meilleur ami, tu lui parles pas pendant 6 mois, tu vas lui parler, ce sera comme hier. Et je pense que ça joue beaucoup sur ça. Et effectivement, quand t'as une vie de famille, ça veut dire plusieurs choses. Déjà que t'as des attaches sentimentales et émotionnelles. Ça t'empêche pas de partir. Je pense qu'il faut être avec la bonne personne. À titre d'exemple, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un avec qui je suis très heureux et que je l'aime du plus profond de mon cœur. Oh, la dédicace. Et ouais, non mais vraiment, elle est exceptionnelle. Et tu vois, c'était ma première compagne à autant m'encourager. Quand je lui ai dit que j'avais un projet au Vietnam documentaire, elle était au taquet. Et même, elle me disait, mais vas-y, après le documentaire, reste 15 jours, prends du temps pour toi, pour te reposer, profite d'être là-bas, quitte à payer le billet d'avion, profite un petit peu. Ouais, vraiment full soutien, quoi. Full soutien dans un encouragement. Et donc, en fait, à partir de là, en plus, quand t'as le lien de confiance qui est là, en fait, tu rentres. Enfin, surtout qu'aujourd'hui, avec les téléphones, c'est super facile de donner des nouvelles. Alors, oui, c'est dur à la distance. C'est clair. Mais en fait, quand c'est pour le projet de la personne que t'aimes et que tu tiens de ouf à cette personne et que tu es dans une démarche de soutien, bah, en fait, c'est super simple. Après, ça veut pas dire que je me verrais partir 8 mois par an en voyage, tu vois, ça je le verrai pas parce que bah aussi moi j'ai le besoin de passer du temps avec la famille aussi, tu vois, et avec la famille on en revient aussi voilà, je parle de compagne, ouais. mais aussi la famille, ça joue beaucoup, et je entre guillemets je mets dans la même case que c'est toujours plus facile d'avoir une famille qui nous soutient. Bien sûr. Après, avoir une famille, je le connais pas encore, je le connais à toute petite échelle avec mon chien, mais c'est des responsabilités. Quand t'as une famille de 4 enfants, tu gagnes 2000 € par mois, ouais, bah c'est difficile de partir en Asie pendant un mois kiffer. Je suis d'accord. Impossible, je pense pas. Moi, je reste persuadé, et encore une fois, ça paraît un peu utopiste, mais je suis persuadé que rien n'est impossible. Tout est possible. Mais c'est plus difficile, ça demande plus d'organisation, plus de logistique, plus de ressources. Plus de sacrifices. Plus de sacrifices aussi. Mais je pense que ça reste possible. Et tu vois, c'est par exemple un client, des fois, je lui fais un devis, il a pas le budget. Je lui pose la question, bon, très bien, c'est quoi votre budget? Il me dit un budget de 400 € en moins. Je fais bon, on peut faire quelque chose, voici ce que je pourrais pas vous faire, mais voici ce qu'on peut faire. Et en fait, je pense que c'est aussi le fait de s'adapter en fonction de sa situation et en fonction de ses ressources. Quand tu as une famille de 4 enfants, peut-être que tu peux pas partir en Asie tout de suite, tu pourras un jour, tes enfants ils vont grandir, ils vont avoir leur taf, ils vont avoir leur dépendance, tu pourras le faire quand tu auras 50 balais, que tu seras à 15 ans de ta retraite. Bah, en attendant, tu peux louer un camping-car et faire une partie de tour d'Europe. Pendant les vacances scolaires, tu poses 4 semaines de congés payés que du coup t'as pas pris pendant un an. À la rigueur, tu négocies avec ton patron, tu prends 3 semaines sans solde. Si t'as pas les moyens, bah c'est pas grave, tu raccourcis tes vacances. En fait, je pense qu'il faut être en adéquation avec ses moyens, mais ça veut pas dire ne pas avoir la démarche de pas se donner les moyens. Tu vois. Bah ouais, c'est ce qu'ont décidé de faire mes grands-parents, tu vois. Ils ont décidé de procéder à l'achat d'un camping-car, et puis en fait leur retraite c'est globalement en fait c'est autour du voyage, quoi. C'est pouvoir prendre le camping-car quand j'ai envie d'aller là-bas ou là-bas, toujours avec cette notion-là de liberté. Je n'ai pas besoin d'aller dans un hôtel qui est près d'une ville, qui est près de... Non, je vais où je veux, quand je veux, et c'est un choix. Ils auraient pu, entre guillemets, se dire, je sais pas, je vais acheter un appartement à Deauville, et je vais y aller toutes les semaines. Mais non, ils ont décidé d'avoir cette chose-là qui est un peu plus modulable. Et non, ok, c'est cool, je vois l'adaptation. Pouvoir, ok. Tu vois, par exemple, au début, j'avais pas de van. J'ai pris ma Twingo, j'ai mis un matelas dedans et je suis parti 3 semaines. Et tu kiffais plus que si t'allais dans un hôtel ou un Airbnb? Bien sûr, j'avais 0 rond, je pliais mon matelas, je prenais 3 balles de la carte pour faire les trajets. J'ai payé un quart de l'essence que j'ai dû payer. J'ai acheté mes trucs au supermarché, je me foutais dans l'herbe, je faisais un petit barbecue tout seul, et puis voilà. Tout seul? Ouais, j'étais solo. Quand je suis parti en Twingo, avant l'achat de mon van, c'était le déclic. Je voulais expérimenter avant de faire un gros achat comme ça. Je suis parti avec ma Twingo, et aujourd'hui, en plus, le paradoxe, c'est que j'ai vendu mon van et j'ai une Twingo encore. Donc je pense que je vais réitérer, tu vois, un peu ce format, juste partir avec... Ah, mais j'adore. Tu vois, tu pars avec ta petite famille, vous prenez un Renault Space, tu prends 2 tentes, tes gamins, ils vont être comme des dingues, et tu vas dans le Verdon, un truc magnifique, et à moindre tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux.
Oui, Donc oui, tu n'auras pas le confort, mais en tout cas, tu auras ce confort-là d'être dans un endroit où personne n'est, quoi. il y a moyen de vivre des trucs de ouf. On en Ouais, revient avec l'introduction d'Into the Wild. Avec peu de moyens, je pense qu'il faut faire preuve de créativité et d'imagination. Complètement. C'est de la débrouille en fait. C'est de la débrouille, il faut aimer la débrouille. Mais Il faut oui, aimer c'est pas fait pour tout le monde tu vois, par contre, je suis moi, d'accord. je sais que compliqué, et tout le monde va rigoler, mais c'est vrai, je suis très, on va dire, attaché à mon petit confort. Tu vois, si j'ai pas ma douche le soir, compliqué. C'est sûr que après voilà, il faut faire. C'est une question de personnalité aussi. Eh ben oui. Mais tu vois, j'ai un collègue là. C'est vrai que je parle jamais de ça, mais Aurélien, qui est un pote à moi qu'on connaît, que je connais depuis très longtemps. Un jour, bon, je travaillais dans un bar et il me dit à la suite de ma journée de travail, il me dit bah écoute, prends ta voiture et on va où? Il me dit je sais pas. On va à 4 heures d'ici. Et du coup, on a chronométré et tout. Et on s'est retrouvé à 4 heures de La Rochelle, du coup, d'où on est parti. Et on s'est retrouvé à Bayonne, dans une fête. Non, même pas à Bayonne, entre Bayonne et Biarritz, dans une fête basque. Et en fait, on s'est retrouvé à dormir sur la plage. Après, on est reparti sur Biarritz et tout. On a dormi dans ma caisse et tout. Au départ, moi, je voulais pas. Je voulais absolument qu'on trouve un hôtel, quoi. Tu vois, j'étais vraiment, mais non, faut que je prenne ma douche et tout. Et au final, j'ai passé une des meilleures soirées, peut-être bien de ma vie, tu vois. Ah, c'est fort. Franchement, ouais. Parce qu'on a dansé la Peña Bayona avec des mecs qu'on connaissait même pas, tu vois, et c'était fou, quoi. Et je m'y attendais pas, et je pense que c'est ça. C'est tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mm. Alors ok, hein, t'auras pas le confort, mais le fait de ne pas savoir ce qui va t'arriver, bah c'est encore mieux parce que c'est ça qu'on cherche en vérité. C'est comme ça qu'on se sent belles bien. anecdotes, Eh ces oui. expériences-là. Et oui, c'est des vrais moments de vie, quoi. Et comment, du coup, t'as commencé à l'aborder, mais comment on peut... tu parlais tout à l'heure d'accepter nos émotions, de ne pas les rejeter, et puis, en fait, en voyageant, on prend conscience de plein de choses, et des difficultés qu'on a rencontrées, etc. Comment on les accepte? Moi, ma question, c'est comment on peut appliquer, justement, cette idée-là dans nos vies, pour quand on voyage, ou même pas forcément quand on voyage, mais quand on est confronté à des réalités différentes de la nôtre. Comment on s'adapte? Comment tu fais pour être tolérant, mec? C'est hyper touchy comme question, parce que quand tu voyages, alors en fonction des choix des pays, si tu vas à Dubaï, je pense que que tu restes dans Dubaï, tu le vois moins. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que le choix de la destination, quand par exemple tu décides de partir dans un pays pauvre, le fait d'être confronté à la réalité, de le voir de ses propres yeux plutôt que à travers sa télévision du journal de 20h, ça fait quelque chose. Ok, ouais. Ça fait quelque chose, et les très bons créateurs de contenu qui arrivent à bien romancer et à bien transmettre des émotions de leur découverte de voyage, arrivent à transmettre les émotions qu'ils ressentent, et du coup ces émotions parfois difficiles à gérer, de cette pauvreté qui existe. Donc en fait, déjà voyager, ça permet d'avoir cette prise de recul et de conscience en mode, bah finalement la France, c'est pas si mal, mal, ouais. c'est pas mal, tu vois. Bah par exemple, j'ai le bras cassé, je suis remboursé. T'es en Chine, t'as le bras cassé, si t'es pas français, tu payes, quoi. Et puis il y a 15 ans, les gens qui étaient au bord de la mort, bah comme ils étaient pas en état de payer, ils les prenaient pas. Donc ils étaient dans les poubelles. Waouh. J'ai des vraies anecdotes comme ça où j'ai parlé avec des locaux et tout. Et cette réalité, parfois, elle est difficile. Tu te sens un peu, quand tu rentres en France et que tu déprimes, un peu comme un imposteur. Je prends l'exemple de ma soeur. Un jour, elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, je suis pas bien, mais c'est un cercle vicieux, je me sens pas bien de pas être bien, parce que je culpabilise, en mode, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, et du coup, ça me donne pas le droit de pas être bien. J'ai pas le droit de pas être bien. T'avanceras jamais si tu n'acceptes pas. Mais en fait, et c'est hyper touchy comme sujet, et moi je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, malheureusement. Il faut pas se servir de ça, mais ça doit pas excuser et rejeter l'émotion que tu ressens. Ça peut la temporiser en disant, bon, ok, je relativise, là je suis déprimé par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ok, je suis d'accord, c'est pas bien grave. Mais de toute façon, déjà, il faut se dire, tout ce que tu ressens, il y aura toujours plus grave que toi. Il y aura toujours plus malheureux que toi. Il y a toujours mieux, il y a toujours pire. C'est ça, et je pense que il faut respecter ses émotions
Et à la rigueur, tu vois, le fait d'être dans l'ignorance, de fermer les yeux sur, par exemple, la misère dans le monde, ça, c'est pas la soutenir, tu vois. C'est comme, par exemple, quand tu croises un SDF dans la rue, qui te dit bonjour, tu le regardes pas, tu lui dis pas bonjour. En fait, là, tu ignores, tu fermes les yeux sur quelque chose. Par contre, juste quand tu regardes le sans-abri, il te dit bonjour, tu lui réponds bonjour avec un sourire, lui il te dira, c'est déjà un cadeau que vous m'avez fait, même si vous ne donnez pas de sous. Et je pense qu'en fait, c'est à peu près la même chose qu'il faut ressentir quand tu te sens déprimé. Tu te dis, déjà, je suis déprimé par rapport à ce que j'ai connu dans le système dans lequel j'ai grandi. En fait, t'as ton niveau... ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure avec le normal. Mais oui, en fait... C'est un peu... Et pour les Asiatiques, la dépression, ils disent que c'est une maladie des Blancs. La dépression, ça n'existe qu'en Europe. Et tu vois, en fait, quand tu regardes... y a les chiffres, etc., je les ai pas là, je peux pas les témoigner. Donne-nous les chiffres, s'il te plaît. Sois un peu sérieux, quand même. Ouais, j'ai pas fait bien mes devoirs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, c'est tellement touchy que j'ai du mal à véhiculer mon idée sur ça. Mais, par exemple, si demain, j'ai mon papa qui décède, je vais pas dire, ouais, j'ai pas le droit d'être triste parce qu'il y a des gens qui meurent dans le monde, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, c'est ce que tu disais, c'est que... on a chacun nos capteurs. Je vais utiliser le notion de capteur. Et en fait, nos capteurs sont plus ou moins sensibles en fonction du niveau de vie, de la propreté, entre guillemets, de la vie qu'on vit. Ouais. Ça veut dire que voilà, si tu vis dans une vie où tout va bien, et on se dit souvent, enlève une chose de ta vie et tu verras qu'elle est nécessaire. Tu vois, typiquement, oui, tu vas dans le fin fond du désert subsaharien, tu enlèves, j'allais dire, tu enlèves le téléphone à une personne, mais ils en ont pas. Nous, tu nous enlèves le téléphone, c'est une mort, pas possible, parce que tout notre système est articulé autour de, typiquement, pendant le Covid, si t'as pas de téléphone, bon alors, on va faire un amalgame, mais imaginons, on n'a pas de téléphone, on peut pas sortir. Ouais, j'ai le droit d'être triste parce que je ne peux pas sortir, parce qu'il me manque quelque chose qui est certes inutile de base. Enfin, je veux dire, le téléphone en soi n'est pas vital. Mais, par exemple, dans un moment de pandémie comme le Covid-19, je n'ai pas de téléphone, je ne peux pas sortir. Donc, dans notre normal à nous, dans notre système, dans notre vie, nos capteurs sont plus ou moins sensibles, sont conditionnés plus ou moins pour ça. Conditionnés ou différents que ceux qui n'ont pas du tout de capteurs ou qui en ont, mais qui sont beaucoup plus durs. Et tu vois, nous, on va pas boire, on boit tout le temps parce qu'on a accès à l'eau illimitée, on ouvre notre robinet. Et ça, c'était quelque chose. On avait vu un film, et on en parle dans le podcast sur le cinéma, qui m'a marqué, c'est sur les chemins de l'école. C'est un film où en fait on t'explique que on prend 5 régions du monde différents et on t'explique le parcours et on te filme le parcours de tous les enfants dans le monde qui doivent aller chercher l'eau et qui doivent aller à l'école. Bon, voilà, c'est sur les chemins de l'école, donc c'est sur les chemins de l'école. Nous, notre eau, on l'a tout le temps. Donc en fait, si je bois toutes les 2 heures, forcément que je vais crever de soif 3 jours après. Un mec de l'Afrique subsaharienne qui ne boit pas pendant 1 semaine, entre guillemets, il va pas mourir. Oui, on extrapole, ouais. On extrapole, mais ce que je te dis, c'est ça, c'est que on est des humains, certes. Il y a des humains qui ont la même tête, qui ont 2 bras, 2 yeux, 2 jambes, mais qui n'ont pas les mêmes sensibilités. Et nous, on est dans un monde où, déjà, on travaille, je pense, et c'est vrai ce que je dis, je pense, on travaille plus pour survivre. On travaille pour vivre, parce que on en a fait une activité. D'ailleurs, ça me fait rebondir, excuse-moi, vas-y. pour corriger le propos que j'ai eu tout à l'heure, c'est pas la dépression que les Chinois estiment comme une maladie européenne ou des Blancs, comme ils disent, c'est le burn-out. Typiquement. Voilà. Mais en fait, pas de questions. T'as super bien résumé l'idée, parce que c'est vrai que je trouve qu'elle est difficile à formuler, parce que c'est tellement touchy pour pas faire d'amalgame. Non, pourquoi je dis d'amalgame, un peu de. Moi aussi, j'ai dit amalgame tout à l'heure. De fausses idées, quoi, tu vois, pour de mauvaises interprétations. Mais c'est vrai que ton exemple du désert est parfait. C'est une question de conditions, en fait, et de système sociétal dans lequel chacun grandit. De plus en plus. On s'est un peu écarté du sujet, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. En plus, c'est le premier podcast qui est filmé. J'espère que vous aimez le concept et la qualité. Vous n'hésitez pas à me donner vos retours, à liker, partager aussi, à en parler autour de vous. Le mot de la fin. Le mot de la fin, on l'attend tous. Ali. On a abordé beaucoup de choses. On a abordé énormément de choses. Ton documentaire, déjà, on rappelle.
Alors, j'ai pas la date de sortie officielle parce qu'il est en plein montage et pour être très honnête, on a 4000 gigas de données, 4 Tera, donc c'est énorme. Donc, il y a un gros taf. Cette année. Cette année, notre objectif, c'est de le sortir septembre. Ok. Parce que derrière, il y a d'autres projets, un nouveau voyage en Asie avec un format concept différent parce que je souhaite aussi expérimenter plusieurs formats pour voir lequel me plaît le plus déjà et fonctionne le mieux. Mais on espère septembre. Ok, croisons les doigts alors. Septembre, on croise les doigts, je vais tout faire pour en réalité. Cet été, je vais y consacrer jour et nuit. Dors quand même, c'est important. Ouais, si tu veux pas tomber en burn-out, c'est toi clair. aussi. Et puis, j'ai pas peur de l'annoncer parce qu'il faut vraiment que je le fasse. La chaîne YouTube aussi qui va reprendre à partir du mois de septembre. Ok, cool. Voilà, avec une vidéo mensuelle pour commencer, on va commencer mollo. Et j'ai plein de vidéos qui ont jamais été montées, parfois des trucs qui remontent à 3 ans, mais néanmoins, c'est des aventures quand même, je pense qu'ils valent le coup d'être partagées. Qui sont toujours d'actualité aussi. Notamment, tu as des vidéos sur partir en backpack, le mode d'emploi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a la fin de la série du van qui va sortir. Donc ça aura pris 2 ans pour une saison. Oui, mais purée, c'est vrai ça. Mais il y a 2 épisodes. En plus, on s'est fait suivre par C8, une chaîne de télévision et tout. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Ensuite, il y a des petites vidéos un peu plus court format, avec moins de montage, moins romancé. Mais comme par exemple, partir sans argent en van aménagé. On a fait le défi avec un pote, on a filmé tout le défi. Super. En Thaïlande, je suis parti avec quasiment pas de sous, où j'ai fait ce qu'on appelle un système de woofing. Je travaillais pour des gens une partie de la journée et en échange, j'étais logé, nourri. Et ils m'emmenaient sur des sorties, donc ce qui m'a permis de voyager sans argent. Donc plein de choses comme ça à partager. Des podcasts qu'on avait aussi créés autour du van et du voyage. Donc ouais, pas mal de choses qui vont arriver. Bah c'est super, là, c'est à un partir beau du mois de spoil, septembre, voilà, ça bombarde quoi. J'espère en tout cas, je touche du bois pour que cette fois-ci ce soit le bon départ. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est toujours d'allier tous les projets en même temps. C'est un défi quotidien. Bien sûr. Mais on a hâte. On va se donner les moyens pour quoi. On a hâte. Mais avant ça, la fameuse question, roulement de tambour. Quel message, et c'est la question que je pose à tous les invités, c'est un peu le concept de ce podcast. Je rappelle, il y a 2 objectifs. Pouvoir donner la parole aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs. Et justement, quand on la donne aux moins jeunes, pouvoir justement apprendre de nos anciens. Quel message, toi, tu as à donner aux jeunes et aux moins jeunes qui nous écoutent? Alors, allez, le mot de la fin, je suis désolé, ça va faire très cliché et très utopiste encore une fois, mais c'est ce que je ressens plus profond de moi-même et ça fait partie de moi. C'est réaliser vos rêves, aller au bout. Il y a plein de belles choses qui s'y cachent. Le rêve serait pas aussi difficile à atteindre si ça ne l'était pas. Et il serait pas aussi beau si tout le monde le faisait et réussissait. Ça s'appellerait pas un rêve. Bien sûr. Donc il faut vraiment aller au bout et je pense oser faire les choses. Quand on arrive, je sais que par exemple voyager tout seul c'est pas facile, prendre son sac à dos, partir en Asie à l'autre bout du monde, loin de ses repères c'est pas facile. Mais en fait derrière il y a tellement de belles choses qui vous attendent, que ce soit sur l'évolution de votre personne, les rencontres que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre ensuite en rentrant. Voyager c'est pas forcément pour prendre des décisions en rentrant, mais ça peut. Nous aider à sortir des schémas. Encore une fois, vous n'allez pas fuir vos problèmes, ils vont venir avec vous, mais ça va vous permettre de prendre du recul sur ces derniers. Donc je pense qu'il faut oser aller au-delà de ses peurs, et derrière il n'y a que du positif. Incroyable, quel beau message. Voilà. Bah écoute Baptiste, je te remercie infiniment vraiment pour Merci tout à toi. ça, pour tout ce partage, tout ce que tu nous offres aussi. Et puis j'espère que vous avez aimé cet épisode filmé cette fois. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine dans Pause Casque.